l'heure de l'interview Éco. On va passer en revue plusieurs thèmes d'actualité économique et financière. Et pour nous accompagner ce matin en plateau, nous recevons Julien Chevalier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes analyste économique et on va d'abord commencer par l'actu brûlante, si on peut dire. Les décisions de politique monétaire, on le sait, la semaine est particulièrement chargée. Hier, c'était la Fed. Cet après-midi, c'est la BCE. Dans tous les cas, ça sera une hausse. C'est une hausse d'ailleurs de 25 points de base pour la Fed. La BCE va vraisemblablement prendre le même chemin. Alors une question, c'est ce cycle de resserrement monétaire, est-ce qu'il est efficace ? La Fed a augmenté hier, comme vous dites, ses taux de 25 points de base. C'est possible qu'il y ait une nouvelle augmentation d'ici la fin de l'année, même si elle n'a pas laissé entendre. C'est possible. En fait, elle attend finalement de voir comment fonctionne l'inflation, si l'inflation va continuer de baisser, si elle va atteindre les 2%, qui est l'objectif recherché. Finalement, on voit que le prix des produits les plus volatiles commence à fortement baisser, mais il y a une inflation structurelle qui reste en place. Donc, tout reste à savoir si cette inflation structurelle va aussi diminuer. J'en suis pas convaincu, je pense que ça va être très compliqué, le combat n'est pas gagné. Et le plus dur est sûrement devant nous, et tant d'un point de vue économique que financier, la question c'est aussi à quel prix la Fed va continuer à augmenter ses taux, à quel prix ces taux vont impacter l'économie réelle. L'important c'est que ces taux mettent du temps à se répercuter sur l'économie, donc c'est possible que les conséquences soient bien plus douloureuses dans le futur. Comment interpréter cette pause qui était intervenue du côté de la Réserve fédérale américaine dans son cycle de durcissement monétaire ? Il a été justifié évidemment par le reflux en juin de l'inflation aux États-Unis, mais on s'arrête un mois, on reprend, stop and go. Comment l'interpréter ? Finalement, la Fed regarde comment se comporte l'économie, comment se comportent les marchés financiers. En mars dernier, on a vu une crise bancaire. Ensuite, elle a vu que l'inflation continuait à ralentir, donc elle s'est dit que le combat était plus ou moins gagné, puisque l'inflation continue à refluer. Finalement, ce qu'elle attend de voir, c'est de voir si l'inflation va continuer à diminuer. Et la question, c'est est-ce que ça sera le cas ? Probablement pas. C'est possible que l'inflation, personne ne sait si elle pourrait repartir à la hausse, surtout qu'il y a une inflation structurelle, comme je le disais. Et donc finalement, la Fed en fait, teste ses limites et teste de voir comment fonctionne l'économie et s'il n'y a pas un problème sur les marchés. Parce qu'on l'a compris, le défi, c'est de parvenir à juguler cette poussée inflationniste tout en préservant l'état de l'économie, donc le marché de l'emploi, la production, Exactement, etc. c'est ce qu'ils appellent un atterrissage en douceur. Finalement, ils visent l'atterrissage en douceur, c'est-à-dire une baisse de l'inflation avec une économie qui ne serait pas en récession, et puis pas de contraction plus importante de l'activité économique et surtout aussi des marchés financiers. Finalement, c'est évidemment une utopie. On voit par le passé que lorsque l'inflation atteignit de tels niveaux, ça s'est toujours suivi d'une récession. Donc c'est évident que le plus dur est devant nous. Donc le fameux soft landing, c'est ça ? Exactement, donc, qui est une utopie. Mais vous n'y croyez pas, donc vous pensez que les États-Unis, par exemple, vont entrer en récession ? Oui, par rapport à ce que je viens de dire, évidemment, c'est sûr, puisque, comme je le disais, l'inflation, une fois qu'elle était à de tels niveaux, ça s'est toujours suivi d'une récession, puisque la Fed doit comprimer l'économie en faisant baisser la demande, la croissance de la masse monétaire ralentit, et donc à la fin, l'économie tombe évidemment en récession, se contracte. Alors, je pense que vous avez pris connaissance des prévisions ajustées du FMI il y a 2 jours. C'est pas ce que le Fonds monétaire international prévoit a priori. Il estime que les États-Unis échapperaient à une récession. Il y a toujours un scénario très optimiste qui est mis en avant. Les prévisions sont toujours revues à la hausse ou à la baisse, en l'occurrence là à la hausse. Le problème, c'est que si jamais il y a par exemple un impact sur les marchés financiers comme il y a eu en mars dernier et que la Fed est obligée de une nouvelle fois soutenir les marchés financiers, ça aura un impact important sur l'économie réelle. Et puis surtout la FMI en l'occurrence pense que l'économie va continuer à rester solide. Or on voit que ce ne sera pas le cas du fait de l'inflation et du fait de cette hausse des taux qui va impacter parce qu'elle met du temps à se juguler sur l'économie réelle, à rentrer sur l'économie réelle. Comment interpréter le flou
savamment entretenu, on va dire, par Jérôme Powell hier concernant justement une poursuite ou pas du cycle de resserrement monétaire en septembre. C'est pour toutes les raisons que vous venez d'évoquer. Exactement. En fait, ils cherchent à savoir comment vont réagir les marchés par rapport à ces hausses de taux, comment va réagir l'économie, si jamais elle va se contracter ou non, comment vont réagir ensuite les consommateurs vis-à-vis de l'inflation, vis-à-vis de l'activité économique, de l'environnement. Et donc en fait, il y a une espèce de confusion qui se met en place où ils sont à la fois obligés de mettre en avant le fait qu'ils luttent contre l'inflation comme c'est l'objectif principal et puis à la fois faire en sorte de diminuer les risques pour pouvoir limiter les conséquences sur l'économie. On va maintenant partir du côté de la zone euro. On le disait, la Banque Centrale Européenne va très probablement à nouveau relever ses taux. Là, on n'envisage pas la moindre pause. Christine Lagarde l'a affiché, l'a indiqué récemment. Parfaitement, puisque la BCE, contrairement à la Fed, a ce problème de mettre en place un taux d'intérêt pour 20 pays différents, tandis que la Fed, c'est uniquement pour les États-Unis. Donc il y a des divergences d'intérêt à prendre en compte, il y a des divergences structurelles d'un point de vue des économies. Et donc la BCE est à la fois obligée de continuer d'augmenter ses taux d'intérêt, puisque si jamais elle ne le fait pas, et elle ne s'aligne pas sur la politique de la Fed, ça va créer de l'inflation importée, même si on voit qu'aujourd'hui l'euro s'apprécie de nouveau. Si la BCE n'avait pas suivi la Fed, finalement l'euro aurait continué à se déprécier face au dollar. L'euro-dollar, ce serait... Exactement, et ça aurait engendré une hausse des prix importés depuis les États-Unis. Et puis, en fin de compte, la BCE, comme la Fed, comme toutes les autres banques centrales, sont obligées de faire un choix entre l'inflation et la récession, parce qu'elles sont obligées de faire en sorte soit de resserrer leur politique monétaire, et ce qui va engendrer une récession et peut-être potentiellement quelque chose de plus important sur les marchés, on verra dans les mois à venir, ça a été le cas en mars dernier, ou alors de laisser l'inflation, et si elles lancent l'inflation, c'est évidemment un problème qui est lié directement à leur mandat, qui est la stabilité des prix. Alors, qui dit hausse des taux d'intérêt dit évidemment durcissement des conditions d'accès au crédit, que ce soit pour les particuliers ou pour les entreprises. La BCE a publié en ce sens des données qui ne sont pas rassurantes avant-hier. Comment elle peut parvenir à composer avec ce différent contexte? Justement, c'est toute l'incertitude. On a vu que la demande des crédits pour les entreprises a fortement baissé. La croissance de la masse monétaire est en territoire négatif aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire qu'il y a de la monnaie il y a moins de monnaie qui est créée. Et donc en fait, ça va engendrer évidemment une baisse de l'inflation, mais ça va surtout engendrer une contraction plus importante de l'activité économique, de l'économie européenne. Et donc c'est possible qu'au prochain trimestre, puis même c'est fortement probable que l'économie européenne se contracte de nouveau et reste en récession. En récession, en tout cas ça serait avéré, selon le FMI toujours, pour l'Allemagne, première économie de la zone euro. Parfaitement. L'Allemagne est particulièrement touchée parce que elle a un modèle qui fait qu'elle a pensé à très court terme pendant très longtemps. Elle a importé de l'énergie peu chère de Russie. Elle dépendait pendant très longtemps du modèle chinois, modèle exportateur. Donc l'Allemagne avait comme principaux partenaires la Russie et la Chine. Aujourd'hui, on voit avec le contexte international, la situation se complique de plus en plus, aussi bien les tensions géopolitiques que le retour du protectionnisme, le réchauffement climatique et puis d'autres conséquences. Et puis donc on voit aujourd'hui que l'Allemagne se retrouve dans une situation particulièrement compliquée, où il va falloir que son modèle change du tout au tout si elle veut continuer à avoir un modèle pérenne. Dernière question, elle concerne l'économie chinoise. La relance semble avoir quelques difficultés. C'est un État qui inquiète. La Chine, comme l'Allemagne, dépend beaucoup du commerce extérieur. À partir des années 80, elle a libéralisé son économie. Et puis ensuite, avec la crise de 2008, l'économie a ralenti et donc la croissance chinoise a ralenti de fait. Elle a essayé de concentrer son modèle vers la consommation intérieure, faire en sorte à ce que les ménages consomment plus pour faire en sorte d'avoir une économie qui dépend surtout de son pays et non de l'environnement extérieur. Finalement, elle n'a pas réussi. Et en l'occurrence, on voit que la consommation baisse beaucoup. La Chine est proche de la déflation, à l'inverse de l'Europe et des États-Unis. Et donc, finalement, elle est un peu dans la même situation que l'Europe au début des années 2010, c'est-à-dire une consommation qui baisse, proche de la déflation et un pays très endetté, avec un secteur de l'immobilier qui est particulièrement en crise. Le fait que le secteur se soit endetté, du moins que les établissements financiers s'étaient particulièrement endettés,
les ménages et les agents économiques s'étaient particulièrement endettés auprès de ces établissements financiers. On voit aujourd'hui qu'il y a un retournement de ce cycle, mais la Chine, pendant très longtemps, a essayé de le masquer en augmentant l'endettement, et elle a même construit l'équivalent de 27 villes fantômes équivalent à New York, c'est-à-dire 27 villes inhabitées équivalent à New York. Et donc voilà, la Chine continuera potentiellement dans les prochains mois à avoir une économie qui stagne. Et avec une croissance en berne, on l'a vu. Merci beaucoup, Julien Chevalier, de nous avoir éclairé ce matin en plateau. Merci à vous. À suivre le Point Bourse. À tout de suite.